Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo de la théorie musicale. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur les signes employés pour écrire la musique. Alors on va commencer avec une petite définition. Donc la théorie de la musique, c'est l'étude des signes d'écriture de la musique et des lois qui coordonnent ces signes. Alors en premier lieu, on va s'attarder sur avec quoi est-ce qu'on écrit la musique. C'est donc des portées. Et donc la portée moderne, elle est constituée de 5 lignes parallèles, et les espaces compris entre ces lignes se nomment des interlignes. Donc la portée, c'est ça. Ça, c'est une portée. Tout ça. Et on voit bien, on les compte, 1, 2, 3, 4, 5. Et au milieu, 1, 2, 3, 4 interlignes. Alors maintenant, on va s'attarder aux figures de notes, et donc aux signes des durées. Et pour ce faire, je vais vous faire un schéma très simple, et qui vous montrera du coup déjà les notes principales que l'on retrouve dans la musique, avec tout en haut la ronde. Alors j'expliquerai plus tard plus en détail les valeurs rythmiques de celle-là, mais pour le moment c'est pour que vous ayez un avant-goût des notes et des signes employés pour écrire la musique. Donc on a la ronde tout en haut. Voilà. Et donc la ronde, elle peut se diviser en deux blanches. Et la blanche peut se diviser en deux noires. Et la noire, comme vous l'avez compris, peut se diviser en deux croches. Et ainsi de suite, la croche peut se diviser en deux doubles croches, et la double croche peut se diviser en deux triples croches, etc. Donc comme ça, vous voyez aussi les différentes notes. Donc double croche, et par la suite triple croche, et aussi quadruple croche, et on n'ira pas plus loin. Vous voyez pas. Voilà. Triple croche, 3 ampes, quadruple, 4. Donc c'est très mal dessiné, mais... Voilà, donc maintenant la position des notes sur la portée. Alors les notes écrites en bas de la portée, ça représente des sons graves. Et les notes en haut de la portée représentent des sons aigus. Donc une note, quelle que soit sa figure, donc sa durée, comme on l'a vu, une ronde, une noire, une blanche, une croche, double croche, etc., peut s'écrire sur la portée, soit sur une ligne, soit dans une interligne. Donc, un mi, un sol, un si, c'est sur la ligne, un fa, un la et un do, c'est sur les interlignes. Alors, une note peut aussi s'écrire en dessous de la première ligne ou au-dessus de la cinquième ligne. Donc le ré et le sol. Donc maintenant les lignes supplémentaires. On peut également écrire en dehors de la portée grâce à des petites lignes appelées lignes supplémentaires. Le nombre de ces lignes supplémentaires n'est théoriquement pas limité, mais un maximum de 4 est généralement admis. Alors, c'est-à-dire que, donc on a vu le ré, juste ici, et pour aller au do, le do, lui, il faut bien qu'il s'accroche à quelque chose. Parce que le ré, voilà, il s'accroche à la première ligne, mais le do, on va lui rajouter une ligne en fait. Et cette ligne-là, on pourrait l'imaginer comme étant une sorte de ligne moins 1 qui se situe en dessous. Donc do, puis si, d'accord? Et pareillement en haut, sol, et si on veut monter, au la.
au si, au do. Et là on voit qu'on a rajouté déjà 2 lignes. Et ainsi de suite. Hein. D'accord? Pareil en bas. Si je veux aller au la, déjà une ligne qu'on dessine, puis une deuxième ligne parallèle en dessous, et on dessine notre note. D'accord? Voilà donc. Maintenant, un mouvement conjoint, c'est un mouvement où 2 ou plusieurs notes immédiatement voisines, ça c'est important, se succèdent. Et il peut être donc ascendant ou descendant. Je m'explique. Fa, sol et la. On voit bien que ce sont des notes qui se suivent et qui sont ascendantes, qui montent. Do, si et la se suivent pareillement, mais sont cette fois-ci descendantes. Il s'agit donc d'un mouvement conjoint ascendant et d'un mouvement conjoint descendant. Maintenant, les mouvements disjoints. Donc un mouvement disjoint, c'est un mouvement où 2 ou plusieurs notes non voisines se succèdent. Il peut être aussi ascendant ou descendant. Par exemple, sol, si et ré. On voit bien que là, il est censé avoir le la, elle est censée avoir le do. Sol, la, si, do, ré, là, c'est conjoint. Mais sol, si, ré, c'est disjoint. Et ascendant. Fa, ré et si, pareillement, disjoint, descendant. Donc vous l'aurez compris, hein, on caractérise ascendant et descendant par des flèches qui montent ou qui descendent. Alors le nom des notes maintenant. Il n'y a que 7 noms de notes pour exprimer toutes les hauteurs de son. C'est tout. 7 noms. Et je les ai déjà un petit peu dit pour que vous l'ayez dans l'oreille. Hein. Avec, on commence par, évidemment, le do. Que l'on nomme aussi ut. Donc, do, puis ré, mi, fa, sol, la et si. Donc ces notes, elles forment une série de sons allant du grave à l'aigu, appelée série ascendante. Et donc nous, on les nomme comme ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et dans les pays anglophones, ils vont les nommer différemment, et dans les pays germaniques, ils les nomment différemment. D'accord ? Plusieurs séries de notes peuvent s'enchaîner. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Évidemment, hein. Do, ça peut continuer, ré, mi, fa, sol, et comme on a vu, la, si, do, et on continue, ainsi de suite. Et pareil en descendant, hein. Si, là, ok. Donc la distance qui sépare deux notes de même nom appartenant à deux séries voisines s'appelle une octave. Et on verra plus en détail dans l'épisode sur les intervalles. Donc, c'est-à-dire de Do à Do. Première série. On peut marquer un trait. Ça, c'est une octave. Ok. A l'inverse, la série Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, qui va de l'aigu au grave, est appelée série descendante. Donc ça va de soi. Maintenant, on va parler des clés. Alors les clés sont 10 signes qui sont placés au début de chaque portée pour fixer le nom des notes en relation avec les hauteurs de son. C'est ce que j'aurais dû faire, hein, même parce que en soi, là, ce que j'écris, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pour le moment, évidemment, j'ai noté en clé de sol, parce que c'est la clé la plus utilisée, mais normalement, avant d'écrire n'importe quelle note, au début, nous mettons une clé. Et donc, je vais vous montrer les clés, les 3 clés les plus utilisées,
qui seront donc la clé de sol, évidemment. Donc la clé de sol, on la commence en faisant un petit point sur la ligne du sol. Voilà, clé de sol. La clé de fa maintenant, qui est caractérisée souvent pour écrire les notes plus basses qui descendent. La clé de fa, elle est ici. Ce qui veut dire donc que le fa se situe là. Donc fa, fa, sol, mi, ré, do, et donc on voit que c'est décalé par rapport à la clé de sol. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il n'y a pas de... Quand on apprend à lire la musique, on apprend généralement la clé de sol, puis la clé de fa, puis la clé du 3, puis d'autres clés. Et donc la clé du 3, tac, qui se caractérise comme cela. Donc on a vu tout à l'heure que ut signifiait do. C'est-à-dire que là, sur cette ligne-là, le do est ici. Et non pas ici, comme sur la clé de sol. Le do, c'est sur cette ligne-là. D'accord, sur la troisième ligne. Donc do, ça c'est un ré. Donc ça vous avez compris que c'était un si, la, sol. Et là je vais vous donner un petit conseil. Quand vous apprenez à lire la musique, n'apprenez pas par intervalle. Ne commencez pas à vous dire ok, si le fa il est là, ça veut dire que en clé de sol c'est un ré, alors je compte, ça fait... Parce que vous n'allez jamais, je vous dis, vous n'allez jamais réussir à apprendre la musique en faisant ça. Et pour ce faire, la seule méthode, c'est de lire des partitions. Vous devez lire des partitions. Il n'y a pas de méthode miracle. Les gens qui vont vous dire, oui, il y a des notes plus simples à lire, vous apprenez ça aussi. Il faut que ce soit comme si vous lisiez un livre. Il faut que ce soit instinctif. Et donc, quand vous lisez un livre, vous faites pas des maths. Ben là, c'est pareil. Il faut réussir à lire d'une traite. Et donc, pour ce faire, il faut lire des partitions. Et donc, je vous redirige vers le Wikipédia de la musique, qui est IMSLP, qui est un site qui répertorie toutes les partitions libres de droit, les partitions officielles, et vous prenez n'importe quelle partition, Bach, Beethoven, Mozart, n'importe un concerto, un quatuor, et vous lisez. Très bien le quatuor d'ailleurs pour apprendre à lire la musique. Pourquoi ? Parce que vous avez toutes les clés dessus. Vous avez 2 clés de sol, une clé du 3, une clé de fa. Vous prenez un quatuor, et vous lisez votre clé de sol. Et après vous lisez votre clé de fa, et vous lisez votre clé d'ut. Et vous en prenez d'autres. Et vous lisez, et vous lisez, et vous lisez. D'accord ? Donc, tout ce qu'il faut savoir, le sol en clé de sol est ici. Le sol en clé de fa, il est ici. On est d'accord, hein ? Fa, sol. Et le sol en clé d'ut, il est là. Ok ? Le do est là. Voilà tout. Maintenant, nous allons nous attarder au silence. Alors, les silences sont les signes qui indiquent l'interruption du son. Les silences expriment la durée, plus ou moins longue, de l'interruption du son. Et nous allons voir les différents types de silence. Et je vais vous faire un comparatif avec le schéma que je vous ai fait juste là. D'accord ? Comme ça, vous allez avoir un tableau d'équivalence. Et alors, on commence avec la pause, qui se caractérise comme cela. Et la pause équivaut à la ronde. Donc à la ronde. La demi-pause, qui équivaut à une blanche. Le soupir, qui équivaut à une noire. Le demi-soupir, qui équivaut à une croche. Le quart de soupir, qui équivaut à une double croche.
et ainsi de suite. Vous l'aurez compris. Quart de soupir, huitième de soupir, 16e de soupir. Donc 8e de soupir, une triple croche, 16e de soupir, une quadruple croche. Hein. Donc les silences s'écrivent sur la portée, sans que leur place ait une signification, sauf la pause, qui sera toujours écrite sur la 4e ligne au milieu, et la demi-pause qui s'écrit sur la 3e ligne. Ok ? Voilà, donc moyen mémotechnique, la pause est suspendue, la demi-pause est posée. Maintenant, nous allons voir les altérations. Alors une altération, c'est un signe qui modifie la hauteur d'une note devant laquelle il est placé. Il y a 3 altérations. Le dièse qui élève le son d'un demi-ton, plus aigu, le bémol qui abaisse le son d'un demi-ton, plus grave, le béquart qui annule l'effet du dièse ou du bémol. Il rend ainsi la note à sa hauteur de ton de son initial. Donc, le dièse. La dièse. Le dièse est toujours placé avant la note, d'accord ? Et pour le moment, on n'a pas encore évoqué les tons et les demi-tons, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Pour le moment, juste, comme j'ai dit, je vous fais un éventail de tous les signes qu'il existe dans la musique, puis après on verra en détail ce que ça veut dire. Ok. Donc le dièse. La bémol. La béquart. Donc l'altération accidentelle. Elle se place sur la même ligne ou dans le même interligne que la note qu'elle modifie. Elle affecte toutes les notes de même nom qui se trouvent à la même hauteur dans la même mesure. C'est-à-dire, dans une ligne mélodique quelconque, là, tac, si, ré, do, do, dièse. Eh bien, ici, le dièse compte pour ce do là. Il n'a pas besoin d'écrire un deuxième dièse. D'accord ? Une fois que le dièse est acté, il compte pour tout l'interligne. Néanmoins, si je réécris un do, plus grave, ce do là n'est pas affecté par le dièse. Si je veux rendre ce do dièse, j'ai besoin de mettre un dièse. Mais là, le fait d'avoir mis ce dièse là ne compte pas pour ce do là. D'accord ? Ça ne compte que pour la ligne. Imaginons, voilà, je termine ma mesure, je remets un do. Ce do là n'est pas affecté par le dièse. Il est pourtant bien dans le même interligne, néanmoins il y a une barre de mesure qui délimite. Si je veux ce do dièse, j'ai besoin de remettre un dièse après chaque barre de mesure. Maintenant, l'altération à la clé ou à l'armure. Elle se place en début de portée, immédiatement après la clé, et elle affecte toutes les notes de même nom, tant que cette altération reste à la clé. Il peut y avoir de 0 à 7 altérations à la clé, une par note, qui indique la tonalité d'un morceau. Par exemple, Sol, Sol majeur, vous verrez mieux comme ça, Sol majeur, Fa dièse. Fa dièse à la clé, ça veut dire que tous les dièses, tous les... je fais n'importe quoi, désolé. Fa dièse. Là j'ai mis sur Ré, je l'ai fait en clé de Fa. Fa dièse, ici, signifie que tous les Fa, quels qu'ils soient, seront diésés. Et ça même après une barre de mesure. Contrairement à l'altération accidentelle. Là, le dièse, il compte pour tout. Alors maintenant, le point de prolongation. Le point de prolongation se place après une note et augmente cette note de la moitié de sa durée. Exemple.
je prends une blanche. Do. Pointé. Cela signifie que cette note sera égale à une blanche plus une noire, en termes de durée, évidemment. Cela augmente cette note de la moitié de sa durée. D'accord? On a vu que une blanche, ça valait 2 noirs. La moitié de sa durée. Un point. Une noire. Ok? Noir pointé, pour faire ce parallèle, c'est égal à une noire, plus, vous l'avez deviné, une croche. Et ainsi de suite. Donc le point de prolongation a le même effet que la liaison de prolongation. Donc attention à ne pas confondre le point après la note, prolongation, et le point sur ou sous la note, qui est une note piquée ou une note détachée. C'est pas pareil. Ça c'est une valeur rythmique. Ça, c'est une valeur de technique de jeu, piquée. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer brièvement d'autres valeurs pointées. Donc la ronde pointée, ça vaut 3 blanches. La blanche pointée, ça vaut 3 noirs. La noire pointée, ça vaut 3 croches. Donc 3 croches, ça peut s'écrire 3 croches ou 3 croches. D'accord? La croche pointée vaut 3 doubles croches. La double croche pointée, la double croche pointée vaut 3 triples croches, etc. Voilà. Donc un point de prolongation peut se placer après les figures de silence. Son effet est le même que lorsqu'il est placé après les figures de notes. Il augmente de moitié la durée du silence. Maintenant, nous allons nous attarder au triolet. Alors le triolet, c'est la division par 3 ou ternaire d'une figure de note. C'est-à-dire, contrairement à la division par 2 ou binaire de la durée d'une note, la durée de la note est divisée en 3 parties. Donc le chiffre 3 se place au-dessus ou au-dessous du triolet. Ce chiffre 3, il suffit pour indiquer la division ternaire. Voilà, donc voici ce qu'on appelle un triolet de croches. Et cela, c'est égal à une noire. C'est-à-dire que dans le temps d'une noire, on joue 3 notes. Là où, en division binaire, c'est aussi égal à 2 croches. Voilà, donc merci pour tous d'avoir assisté à cette vidéo. J'ai essayé de faire au mieux pour vous introduire un panorama des signes de la musique et des notations musicales. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons une introduction à la gamme avec le ton, le demi-ton, la division du ton et tout ce qui en suit. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.